Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec la réforme des retraites et les mobilisations qui se poursuivent, une évolution se fait jour dans le paysage social agité de notre pays. La cote des syndicats représentatifs n'en finit pas de grimper. Conséquence, les adhésions se multiplient depuis le début de l'année. Explication de nos confrères de Vosges Télévision dans un instant. Des parachutistes comme s'il en pleuvait. La dépêche du midi, nos confrères nous dévoilera les coulisses de l'exercice militaire Orion, une opération inédite par son ampleur dont l'objectif est de préparer l'armée aux enjeux d'une guerre moderne, vous verrez. Et puis un sport impressionnant en plein développement. Le premier tournoi de MMA était organisé il y a quelques jours en Corse. L'occasion de promouvoir cette pratique spectaculaire. Des images de Télépaysé en fin de journal. Et puis un chantier aussi historique que monumental au Mans. La cathédrale Saint-Julien en pleine restauration. La rédaction de LMTV Sarthe n'a pas hésité à prendre de la hauteur pour suivre ces travaux faits de patience et de détails. Mais on débute donc ce journal avec l'actualité sociale et les manifestations qui se poursuivent contre la réforme des retraites un peu partout dans le pays. Près de 2 mois après le début du mouvement, la mobilisation reste élevée et semble profiter aux syndicats. Unis, ceux-ci voient leurs rangs se gonfler et les adhésions se multiplier. C'est le cas notamment dans le département des Vosges. Explications et chiffres d'Aurélie Colombel de Titan Boiteux pour Vosges Télévision. C'est une conséquence des fortes mobilisations sociales de ces dernières semaines. L'intersyndicale reste unie et les syndicats attirent de nouveaux adhérents. Une augmentation vérifiée au niveau national encore plus nette dans notre département. Une satisfaction dans les Vosges, une progression de 1er janvier à aujourd'hui de 40%, alors qu'au niveau national, on a une progression de 30%. En ce qui concerne les indépendants, les isolés, c'est plus d'une centaine d'adhérents supplémentaires depuis le début de l'année. En France, seul un salarié sur 10 est syndiqué, pourcentage à la baisse depuis 20 ans. Cette nouvelle dynamique est donc un signe positif pour les syndicats. Des adhésions qui se font en partie les jours de manifestation. La fréquentation des sites internet ont aussi progressé. À cela, plusieurs analyses. En premier lieu, une lutte qui fédère. C'est surprenant parce que ça a un coût, l'adhésion, c'est une cotisation tous les mois. Avec l'inflation, on peut imaginer que ça peut être un frein et pourtant ils adhèrent. À cela s'ajouterait l'effet gilet jaune, mouvement spontané qui avait conduit, on s'en souvient, à des débordements. Les cortèges actuels restent structurés et pacifiques. Bien sûr, les mouvements de lutte, ça a toujours été le cas, ont toujours amené quand même un autre regard par le salariat. Une force complémentaire à l'heure des élections des représentants en entreprise et des négociations salariales d'autant plus âpres du fait de l'inflation. Mais pour la CFDT, le premier syndicat du département, l'augmentation du nombre d'adhésions s'est enclenchée depuis plusieurs mois. On a une progression en 2022 par rapport à 2021 de 47%. Alors on sort d'une crise sanitaire, on revit, les salariés revivent, sont sur place, les équipes syndicales aussi. Le message de l'intersyndicale, de cette unité en tout cas et de cette entente, profite, je pense, à toutes les organisations syndicales. Les mobilisations contre la réforme des retraites se poursuivent avec à la clé peut-être de nouveaux engagements. Voilà, et comme lors de chaque rassemblement, les opposants à la réforme des retraites font preuve d'imagination. Symbole d'expression par excellence, la pancarte est devenue un outil indispensable pour exprimer son opinion. Entre humour et message politique, l'inspiration est souvent au rendez-vous. Voici quelques exemples avec ce sujet de Via Occitanie. Regardez. Elles sont souvent emplies d'humour, originales, quelquefois subtiles, voire grossières, mais elles ne laissent pas indifférents. Elles, ce sont les pancartes des manifestants contre la réforme des retraites. Point commun, elles ont l'avantage de délivrer un message clair. Le message, c'est que les femmes sont toujours pénalisées, et là très, très pénalisées par cette réforme. Ce qui est écrit dessus, c'est la stricte réalité. C'est qu'ils donnent aux riches et ils prennent tout aux pauvres. Voilà. Je pense que si les richesses étaient partagées, les gens seraient d'accord pour faire des efforts. Mais là, dans la situation actuelle, c'est juste indécent en fait, de demander à des gens
qui sont ouvriers et qui pensent partir dans quelques années de travailler plus quand il y a des gens qui n'arriveront jamais à dépenser tout ce qu'ils amassent. Et j'ai des petits pouces comme ça depuis ce matin, donc ça les fait rire et ça leur parle, je pense qu'ils sont d'accord avec le message. Un message qui s'accorde dans toutes les villes de la région sur l'idée qu'un départ à la retraite à 64 ans est synonyme de pied dans la tombe. C'est la mise en bière prématurée. L'âge de la retraite à 64 ans, surtout si on a commencé de bonne heure, c'est très compliqué. Certaines, plus optimistes, gardent l'espoir qui fait vivre et préfèrent penser à leurs petits-enfants. On souhaite que le meilleur pour eux, mais surtout que nous, on puisse en profiter 2 ans au lieu de travailler 2 ans de plus. Reste à savoir si ces pancartes seront vues de Paris, avec l'idée, là aussi majoritairement partagée, que la réforme est brutale. Dans le reste de l'actualité cette semaine, on retiendra aussi l'hommage national rendu à Gisèle Halimi dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier. L'avocate et militante décédée en 2020 s'était notamment fait connaître pour son combat contre la dépénalisation de l'avortement lors du procès de Bobigny, il y a maintenant 50 ans. Un événement majeur pour la société, mis en scène actuellement dans une adaptation théâtrale, comme vous le voyez sur ces images. 4 représentations des plaidoiries de l'époque au profit du fonds de dotation Barreau de Paris Solidarité. Regardez cet extrait. C'est la première fois que Marie-Claire a un rapport sexuel et forcément, cette unique fois, elle tombe enceinte. Monsieur le procureur va nous dire qu'il est sceptique. Il nous dit que puisque Marie-Claire n'a pas précisé au cours de l'instruction qu'elle avait été brutalisée, c'est que vraisemblablement elle n'avait pas dû l'être. Du talent et du mérite encore au féminin dans ce journal. Direction Bordeaux à présent, dans la petite cuisine d'Oksana Crétu. Cette chef d'origine moldave est l'une des rares femmes à la tête d'un restaurant gastronomique en Gironde. Une carrière derrière les fourneaux qui était pourtant loin d'être évidente pour elle. Son portrait est signé Diane Douzillet pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Son antre, une cuisine d'à peine 6 mètres carrés qu'elle partage avec Milan, son second. C'est la cuisine de Barbie, mais pas pour la fille, pas pour la poupée, mais plus pour la taille de la cuisine. C'est là aussi qu'Oksana Crétu réalise au quotidien la prouesse d'élaborer des menus gastronomiques en 2 à 7 ans, inspirés de ses origines moldaves. Mes grands-parents sont gardes forestiers et donc mon enfance est beaucoup liée à des choses que je retrouve sans faire exprès dans ma cuisine aujourd'hui. L'argousier ou encore l'amande pour sublimer des plats que cette ancienne designer veut aussi bon qu'esthétique. Une reconversion, oui, mais une quête de sens avant tout. J'étais d'abord maman. Et ensuite, j'ai eu un gros stress de ne pas lui laisser quelque chose d'important dans sa vie. Et j'ai décidé de faire quelque chose qui me plaît. Oksana Crétu a suivi des formations en cuisine, mais se présente plutôt comme une autodidacte audacieuse. Les chefs, ils passent beaucoup de temps dans une cuisine, chez quelqu'un, chez un grand d'habitude, un grand chef. Moi, j'ai juste osé, on va dire, de faire les choses différemment. Jouer des coudes et se hisser jusqu'au sommet de la gastronomie française, cela n'effraie pas la chef du Cro-Magnon. Elle travaille dur pour un jour prochain peut-être tutoyer les étoiles du célèbre guide rouge. Le Michelin, c'est quand même beaucoup de choses et on n'y est pas encore. Donc on travaille dur. Une récompense qui arriverait comme la cerise sur le gâteau. Allez, sans transition, intéressons-nous à présent au développement de l'énergie solaire en France. Au moins 13% de sa production serait issue, écoutez bien, de sites agricoles. De plus en plus d'agriculteurs se laissent en effet séduire par ces installations qui peuvent couvrir leurs besoins et générer un revenu supplémentaire, bien sûr. Reportage dans une exploitation bretonne de Christophe Boucher et de Caroline Chevrolier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Transformer un ancien poulailler en site de production d'électricité. C'est le pari fait par cet éleveur laitier dans le Morbihan. Sur le toit, au sud comme au nord, des panneaux photovoltaïques qui produisent 190 000 kWh par an, l'équivalent de la consommation électrique de 20 maisons. Le retour sur investissement commence au bout de 12 à 14 ans. Mais l'intérêt pour cet agriculteur est qu'un tel dispositif demande peu d'entretien une fois installé. On met l'outil en place une fois et ça produit durablement. 95% du travail qu'on doit fournir, c'est à la mise en place de l'installation et après c'est 5% de sérieux par de la maintenance et autres. Mais c'est très complémentaire au métier d'agriculteur. Laurent Mauréac est l'un des initiateurs de l'APEFA.
L'association vise à accompagner depuis plus de 10 ans les agriculteurs vers la production d'électricité. Comme lui, Pascal Chaussec croit en ce développement au sein de leur profession. Mais le photovoltaïque ne sera pas suffisant pour répondre à l'objectif de l'État. Pour 2050, on doit en gros multiplier par 8 à 10 la puissance actuelle photovoltaïque qui est installée. Donc c'est considérable et toutes les toitures agricoles et autres qui existent ne suffiront pas. Et c'est pour ça que c'est essentiel que les agriculteurs et la profession soient à la manœuvre pour faire en sorte que ces projets agricoles puissent être un outil pour augmenter à la fois la performance des cultures ou de l'élevage, mais aussi donc la performance économique de l'exploitation par un revenu complémentaire. L'APEFA, à l'origine association régionale, est désormais nationale. Face au prix de l'électricité qui s'envole, elle a vu son nombre d'adhérents multiplié par 2 en un an, passant de 250 à 500. Voilà, et il n'y a pas que les exploitations agricoles qui peuvent servir à produire de l'énergie solaire. Les stades de foot aussi. La preuve à l'image avec ces 180 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés à Chambéry. Porté par une initiative citoyenne, ce nouvel équipement permettra de couvrir la consommation électrique annuelle de 35 personnes. Des images de la rédaction de 8 Mont-Blanc en Savoie. Du soleil, une bonne partie de l'année, l'île de la Martinique retrouve le sourire en même temps que les touristes, près de 3 ans après le début de la Covid-19. Dans les restaurants, les commerces ou encore les hôtels, la fréquentation est identique à 2019, voire supérieure. Une bonne nouvelle pour l'économie locale. Reportage de Maxime Lequeux pour Via ATV. Regardez. Presque aucun centimètre carré de sable disponible ce matin à la plage de l'Anse-Mitan. Ce site emblématique est pris d'assaut par les touristes venus profiter des plaisirs de la Martinique. Pour la nourriture, la plage, le soleil, il y a des sites qui sont magnifiques. Qu'est-ce qui vous plaît ici particulièrement? Tout. La vie locale, les gens gentils, le soleil, la mer, surtout la température de l'eau. À quelques mètres de là, ce restaurateur considère même que la fréquentation est identique à celle d'avant 2020. Ça fonctionne très bien, on a beaucoup de passages, beaucoup d'étrangers, des Anglais, des Allemands, c'est mieux qu'avant. Ouais. Si les restaurants profitent de ce retour du tourisme, c'est aussi le cas pour Marie, qui enchaîne les locations de scooters des mers. Là en fait ils sont partis pour 1 heure de jet ski, donc ils viennent de revenir, je les réceptionne et puis je les renvoie pour rincer leur gilet. Je vais attacher les jet skis et puis on est reparti. Jet ski, kayak ou encore pédalo, c'est toute la filière nautique qui se frotte les mains. Pourvu que ça dure, donc avec les croisiéristes, les touristes de saisonniers, voilà. Donc ça fait plaisir de revoir tout ce beau monde. Un retour des touristes qui se vérifie également dans les hôtels. Selon les représentants du secteur, le taux de remplissage pourrait même dépasser celui de 2019, avec 90% de taux d'occupation pour le mois de février. Puis en métropole aussi, les touristes sont de retour. Et parmi eux, nos meilleurs amis à 4 pattes sont parfois des compagnons indispensables à nos vacances. Néanmoins, il n'est pas toujours facile de faire du tourisme avec son chien. En Moselle, Thionville est la 2e commune à être labellisée Tout Tourisme. Un kit de bienvenue qui permet ainsi aux maîtres et maîtresses de connaître les adresses favorables à l'accueil de leurs partenaires de vacances. Une idée qui a du chien, comme a pu le constater Jonathan Vaucher pour Moselle Télévision. Regardez. Visiter la France en compagnie de son chien n'est pas toujours facile. Alors depuis quelques jours, l'Office de tourisme de Thionville propose des kits d'accueil pour les animaux et leurs maîtres de passage dans la ville. Django et Gizmo, on a des petites choses pour vous. Aujourd'hui, une quarantaine de villes font partie de ce label Tout Tourisme. En effet, en France, plus de 6 voyageurs sur 10 emmènent leurs animaux de compagnie en vacances. Une initiative qui séduit autant les résidents que les touristes. Je fréquente le centre-ville de Thionville très régulièrement. J'ai déjà réfléchi où est-ce que je peux m'arrêter pour que le chien y puisse boire. Dans le pack distribué aux visiteurs, des friandises, un sac de propreté ou encore un guide des hôtels et restaurants qui accueillent nos amis à 4 pattes. Je pense que c'est nos compagnons au quotidien, ils nous donnent et ils nous apportent beaucoup. C'est une façon d'accueillir les gens et de leur montrer quelque part que les animaux, nos amis les animaux sont bienvenus également dans les établissements. Créé dans la ville de Troyes en 2017, le label Tout Tourisme permet d'offrir aux chiens tout le confort que peuvent avoir les humains, avec plusieurs partenaires qui n'hésitent pas à jouer le jeu. On a déjà créé des partenariats au sein du centre-ville, pour favoriser l'accueil des chiens au centre-ville, avec notamment l'hôtel du parc et le restaurant Les Moulins Bleus. C'est un petit biscuit donné
à la fin du repas aux maîtres qui viennent avec leurs chiens. En Moselle, après Metz en 2022, Thionville est la deuxième ville à proposer cette idée qui a du chien. Allez, des images spectaculaires maintenant dans ce journal. Celle, vous allez le voir, d'une évacuation plutôt particulière d'un véhicule accidenté dans la Loire. Faute d'accès, cette voiture qui a chuté de 60 mètres dans un ravin a dû être héliportée. Une opération extraordinaire qui a nécessité la mise en place de mesures de sécurité exceptionnelles. Le véhicule, complètement endommagé, a dû être coupé en deux pour pouvoir être enlevé. Des images d'Anthony Verpillon pour TL7, la télévision de la Loire. Et puis pour être tout à fait complet, sachez que le conducteur s'en est sorti avec quelques côtes cassées, plus de peur que de mal donc. Pas de voiture endommagée, mais un ennemi à neutraliser. 300 parachutistes ont participé, il y a quelques jours, à un exercice militaire inédit par son ampleur dans le Tarn-et-Garonne. Des images impressionnantes que vous découvrez à l'écran de nos partenaires de la Dépêche du Midi. Une simulation grandeur nature pour les forces armées qui vise à reproduire un théâtre de guerre. Écoutez ces quelques précisions recueillies par Clément Gassi sur place. Depuis les années 80, effectivement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant. Après, nous, ce qui nous change, c'est qu'on a quand même énormément d'avions à disposition et ça nous permet d'enchaîner les phases de reprojection que la 11e brigade parachutiste sait faire. Donc un gros saut à Castres, une phase de combat, 12 heures pour se remettre en condition et on ressaute dans un endroit totalement différent. Donc ici à Quélus, on est en conditions réelles. On a les gilets pare-balles avec les plaques, les rations qui vont bien, l'armement qui va bien, tout ce qui va bien. Un exercice des armées qui nous conduit à la rencontre de soldats blessés à Marseille, soignés notamment grâce à la navigation. Pour panser des blessures parfois invisibles, prendre le large peut s'avérer utile. À bord d'un voilier, l'association 30 jours de mer aide à la reconstruction des militaires, qu'elle soit physique ou psychologique. Objectif, reprendre confiance en soi par la pratique de la voile. Explication au micro de Charles Louas du journal La Marseillaise. Écoutez. C'est un sport qui est d'équipe et qui est assez proche finalement de ce qui est demandé à un soldat. Et malheureusement, quand un soldat est blessé, on le sort de son unité, il se retrouve un peu tout seul et c'est parfois un peu compliqué. Le fait de les mettre ensemble sur un bateau et de les faire participer à toutes les manœuvres et qui doivent du coup réaliser ces manœuvres-là ensemble apporte un véritable, c'est pour eux un retour à la cohésion et à l'esprit de camaraderie. Allez, tout à fait autre chose à présent. 20 kilos par jour et par supermarché. 10 millions de tonnes d'invendus terminent chaque année dans les poubelles de nos magasins. Un problème autant social qu'écologique que tente de contrer depuis 8 ans un collectif grenoblois. Son nom, les Glaneurs Solidaires. Son objectif, lutter contre le gaspillage alimentaire en faisant les courses directement dans les poubelles. Un sujet de Lina Bradedine pour Télé Grenoble. Regardez. Au total, 5 équipes se sont constituées ce jour-là. Objectif, lutter contre le gaspillage alimentaire en récupérant les denrées encore consommables dans les poubelles des supermarchés. Depuis 8 ans, la fratrie des Glaneurs Solidaires grenoblois propose une alternative aux associations qui exigent des revenus en dessous de 700 € pour être aidés. Ce soir, on a récupéré pas mal de légumes et de yaourts. Et là, on a aussi récupéré des croissants, des viennoiseries. Selon le ministère de la Transition écologique, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Les 2 adultes avec 3 enfants et chaque semaine, ça me permet de pouvoir faire, donc j'ai calculé environ entre 250 et 300 € d'économie en course. Et après chaque passage, les membres du collectif nettoient et remettent les bennes en place. Nos actions se basent sur de la désobéissance civile, sur de l'action directe et non violente. Mais pour empêcher les glaneurs, certaines enseignes ont leur technique. Ils mettent des trucs en verre volontairement pour blesser les personnes qui tenteraient de monter. Dans ce magasin, il y a eu un passif, il y a eu des gens qui ont foutu le bordel. Or, ce n'était pas nous. Alors depuis, dans ce supermarché de Fontaine, les produits jetés sont éventrés. Avec soin, chaque aliment a été transpercé d'un coup de cutter. Pourtant, depuis 2016, la loi Garot interdit les pratiques de destruction d'aliments encore consommables. Mais les glaneurs réussissent quand même à récupérer certains produits, un butin qu'ils partagent ensuite équitablement avec les autres équipes de collecte. Tous ces aliments qui auraient dû être jetés serviront donc à nourrir des étudiants
personnes âgées, travailleurs et classe moyenne précaire, personnes en situation de handicap. La liste est longue, autant que le combat qu'ils mènent contre le gaspillage alimentaire. Voilà, et puis se débarrasser d'un peu de déchets alimentaires en échange de quelques œufs frais. Voilà une initiative bienvenue née il y a 7 ans dans la commune de Buchan dans l'Oise. Au cœur de ce village, les 200 habitants peuvent se fournir gratuitement en œufs contre leurs épluchures de fruits et légumes ou leurs restes de produits laitiers. Autant de déchets qui font le bonheur des volailles et permettent aux habitants de faire quelques économies. Des précisions de Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne du Courrier Picard et de la Voix du Nord. 3 fois par semaine et seau en main, Charline vient ici accomplir une bonne action, nourrir les poules de sa commune. Oh, j'ai des restes de manger, du pain, de la semoule, c'est tout ce qui me reste dans le frigidaire, parce qu'on n'est que 2, donc en fin de compte, des fois il y a 3 à manger, puis on le laisse dans le frigidaire, et puis je finis par les donner, comme ça il n'y a pas de déchets dans la poubelle. Pratique, car au passage, Charline en profite pour ramasser gratuitement quelques œufs frais. Voilà, c'est bon. On va laisser pour les autres. Un poulailler communal et participatif, une idée simple mais efficace imaginée par la municipalité de Buchan il y a près de 7 ans. L'employé communal met les œufs dans la boîte aux lettres et les gens, quand ils amènent du déchet aux poules, en compensation, ils récupèrent les œufs. 15 poules de réforme occupent cette basse-cour. De quoi faire profiter les 200 habitants d'une dizaine d'œufs par jour. C'est une économie d'en moyenne 25 centimes d'euros de l'œuf et une solution bienvenue car en janvier 2024, chaque administré devra obligatoirement trier ses déchets. La gestion d'un poulailler n'est pas de tout repos. Il faut certes nourrir ses résidentes, mais aussi leur permettre de se dégourdir les pattes. Et même là, tout est pensé pour rendre la tâche moins pénible. On a pu innover avec un cordage et puis des bâtons de bois pour que les gens puissent le matin ouvrir ou alors fermer les poules à distance. Un seul de ces gallinacés peut consommer 400 grammes de déchets par jour. Cela peut sembler dérisoire, mais avec son poulailler, une année devrait suffire à la commune pour revaloriser 2 tonnes de biodéchets. Allez, un peu de sport en cette fin de journal avec la pratique des arts martiaux mixtes, souvent désignés par le sigle MMA, qui poursuit son développement partout en France. Il y a quelques jours, c'est la Corse qui accueillait son premier tournoi de MMA. Pour l'occasion, 7 combattants insulaires sont entrés dans la cage, suivis par les caméras de Télépaésé sur place. Images et réactions récoltées par Marc-Antoine Moukielli. C'est le premier événement en Corse de MMA, fallait pas le louper. Et je pense que le public, il a kiffé. Il y avait du monde, c'était super. Il y avait des bons adversaires. Moi, j'ai gagné mes 2 combats, donc je suis super fier. La première du MMA en Corse, un événement de taille ici à Bastia. Un événement de taille, oui, cette première étape de la MMA League amateur. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas pu boxer pendant des années parce qu'on était privé de MMA sur l'île. Et on était privé de MMA aussi même sur le continent puisque le MMA n'était pas autorisé en France. Depuis 2020, c'est le cas, on peut boxer chez nous. Et aujourd'hui, c'est la première étape en Corse. Et nos combattants sont contents de boxer. C'est le top. Allez, on referme cette édition avec un chantier impressionnant, celui de la cathédrale Saint-Julien au Mans. Des travaux étalés sur plus d'1 an et qui permettront notamment la restauration des vitraux et de la maçonnerie de l'édifice. Enzo Maubert pour LMTV Sarthe a donné de sa personne pour monter quelques échafaudages et constater le soin particulier apporté aux pièces extérieures. Un sujet plein de minutie, regardez. Le chantier a commencé depuis plusieurs mois. Sous ces bâches blanches, l'un des joyaux de la cathédrale Saint-Julien, la chapelle des anges musiciens, ses vitraux sont en pleine restauration, tout comme sa façade qui a souffert avec le temps. Pour s'en rendre compte, il faut monter à une vingtaine de mètres, presque au sommet de la chapelle. Là, on voit bien que sur cette pierre, on a quand même pas mal de lacunes. On s'aperçoit qu'elle est un peu friable et qu'elle est poreuse. Donc du coup on va changer tout ce morceau-là du réseau. La partie haute s'appelle le réseau de la pierre. Cette croix indique que la pierre va être restaurée ou changée. Toutes ne le seront pas.
Au sol, le directeur des travaux et le chef de chantier s'appuient sur un scan de l'édifice. C'est lui qui indique où travailler. Ça nous permet, c'est un support, ça nous permet de voir l'avancement, de voir où on en est, que ce soit dans la commande ou dans les changements de pierre. Après le repérage vient le temps de l'extraction et il faut parfois s'armer de patience pour enlever ces blocs qui n'ont pas vraiment l'habitude d'être dérangés. Des fois, on a certaines qui vont venir en un quart d'heure, 20 minutes. Comme des fois, on va passer 1 heure à essayer d'extraire la pierre. Celle-ci, comme d'autres, passera ensuite entre les mains des tailleurs de pierre avant de retrouver son emplacement originel. Nous, notre rôle, c'est qu'au moment où on déchafaude, on ne voit pas notre intervention. Donc on est en lien vraiment avec l'architecte, on va venir comprendre ce qui a été fait, ce que nos anciens ont fait, pour ne pas dénaturer l'essence même qui a été vue et imaginée lors de la construction. Dans quelques mois, les vitraux auront eux aussi retrouvé leur éclat d'antan. 2,5 millions d'euros ont été débloqués par l'État pour ce chantier à la vue imprenable. Sur l'échafaudage, il se murmure d'ailleurs que c'est l'un des plus beaux bureaux du monde. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous, à bientôt.